Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un discours très attendu. Le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va dans quelques instants s'adresser à la nation. Et pour ce faire, nous avons organisé pour vous un plateau qui est constitué d'Éric Kenyindou, directeur de la communication à la présidence de la République, Giscard Koussema, directeur adjoint, justement en charge de la communication, toujours à la présidence de la République, et de Feli Kabala, qui est lui expert en communication. Bienvenue sur ce plateau. Et merci. Je ne serai pas seul pour animer ces plateaux de débrief, parce que nous allons revenir juste après les discours, l'adresse du chef de l'État. Je me suis fait accompagner d'Edi Tchala, qui est un fils maison. Mais on me fait signe que nous avons déjà les signaux. Nous allons donc vous laisser suivre l'adresse du président de la République et chef de l'État, adresse à la nation. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle.
En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités
et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer
à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là l'adresse à la nation, l'adresse du président de la République. Il a abordé plusieurs sujets dans son discours. Je vais commencer par le dernier. D'abord, bonsoir à mes invités qui sont là. Bonsoir Eric. Bonsoir M. Mbal, bonsoir M. Tchala. Bonsoir Giscard. Bonsoir. Bonsoir Maître Feli. Monsieur Feli. Bonsoir Monsieur Feli. Vous êtes expert en communication. Exactement, bonsoir à vous. Bienvenue sur ce plateau. Je commence par Eric. Vous êtes directeur de la communication à la présidence de la République. Le chef de l'État a parlé, il a lancé cet appel à la mobilisation. Quel est le contenu que vous donnez à cette mobilisation générale? C'est d'abord un discours fort. C'est le discours d'un chef d'État. Un chef d'État qui est aussi commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Aussi un discours de père de la nation. Il y a plusieurs aspects dans ce texte. On l'a entendu. Le chef a parlé. Normalement, il n'y aurait pas de commentaires à faire. Donc ce qu'on peut faire entre nous, c'est aller plus loin et tirer les leçons de ce que le chef a dit. Moi, j'ai retenu 4 points essentiels. D'abord, le premier, c'est l'appel à la solidarité. La solidarité avec les victimes, nos frères meurtris de l'Est du Congo, qui, depuis des décennies, souffrent justement à répétition de ces attaques, de cette agression qui vient de notre voisin, le Rwanda. Le chef l'a répété au tout début de son adresse. Donc, il appelle tout le monde à cette solidarité parce qu'il a parlé même de 200 000 personnes aujourd'hui qui sont jetées sur les chemins, loin de leur maison, à cause, ce sont des dégâts qui sont causés, les conséquences justement, l'impact humain et humanitaire de cette guerre et de cette agression, cette énième agression. Donc la première chose, mobilisons-nous pour être solidaires envers nos frères de l'Est, du Nord Kivu, qui souffrent justement de cette situation, et de l'Itourie aussi. Deuxième élément très fort, c'est il a rappelé, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient, il a rappelé qu'il avait le choix, dès le départ, entre la guerre ou la diplomatie. Il a choisi la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple congolais a beaucoup souffert et souffre depuis des décennies, et engager directement une guerre, ça allait être encore des souffrances en plus envers le peuple congolais. Et des dépenses aussi. Il a dit que ça n'a pas été donc, un il a aveu dit, de faiblesse. C'est pas un aveu de faiblesse, au contraire. C'est une décision moralement juste et une décision rationnelle de se dire on choisit d'abord la diplomatie. Et il a rappelé toutes les étapes. Je ne reviendrai pas dessus parce que vous l'avez entendu. Il a rappelé toutes ces étapes pour aboutir à quoi? Pour dire que ces étapes, toutes ces démarches diplomatiques ont été faites de bonne volonté, mais elles ont fait apparaître au grand jour la duplicité et la mauvaise foi
de nos voisins, de nos frères rwandais. Exactement, leur mauvaise foi de leur président, puisqu'ils ont réarmé le M23, ces terroristes de M23, qui pourtant avaient été défaits en 2013. Et alors, il a rappelé deux choses très importantes qu'il faut retenir. C'est-à-dire, les deux processus majeurs diplomatiques de cette crise, c'est lesquels, Nairobi et Luanda. Et dans les deux processus, il y a comme préalable, et c'est ça que l'on doit retenir, d'abord, on exige un cessez-le-feu immédiat et aussi le retrait du M23 des localités occupées. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas dire que le Congo est de mauvaise foi. Nos FARDC, nos forces armées, elles défendent le territoire national. Et ce sont au M23 de quitter les zones occupées. Et d'ailleurs, la force d'Afrique de l'Est est en train de se déployer. Il y a déjà des pays qui sont présents. Les Kenyans arrivent. On a vu hier qu'ils ont fait cette prise d'armes, cette levée de drapeau à Nairobi. Donc ils sont en train d'arriver. Les troupes kenyanes, ces troupes de l'EAC seront d'ailleurs dirigées par un général kenyan. Elles arrivent et elles vont stopper et repousser le M23. Autre plan, je termine, excusez-moi. Autre appel, l'appel à la mobilisation des jeunes pour créer ce qu'il a appelé des groupes de vigilance. Ces groupes de vigilance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous tous, nous sommes les gardiens de notre pays. Nous devons tous être vigilants. Nous devons tous être là pour surveiller, pour qu'il n'y ait plus d'infiltration, qu'il n'y ait plus de tentative, comme on dit, d'une 25e colonne qui serait infiltrée au Congo et qui puisse nous attaquer de l'intérieur. Donc il faut ces groupes de vigilance. Mais il a bien dit, attention, il ne faut pas faire monter les actes xénophobes envers nos compatriotes rwandophones. C'est très important. Et ça sera sévèrement puni. Voilà, parce que c'est ce que utilise comme argument le Rwanda pour nous stigmatiser et faire croire à la communauté internationale que le Congo sera un pays qui, idéologiquement, soutient ça. Dernier appel, et c'est très important, l'appel au front commun. C'est-à-dire, on doit taire, pendant cette période où la patrie est attaquée, on doit taire nos différences tribales, religieuses, idéologiques. Donc, il n'y a pas opposition, voilà. Il n'y a pas majorité. Exactement. Donc, comme conclusion, moi, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant que le père de la nation, le chef de l'État, a parlé, on attend la réaction des forces vives du pays. On voudrait que demain, les associations, les églises, les partis politiques, tous répondent à cet appel par une mobilisation générale en montrant que tous les Congolais sont derrière leur chef, sont derrière leurs forces armées pour défendre le territoire. Giscard Koussema, qu'est-ce que vous avez retenu de l'adresse du chef de l'État? Plusieurs choses. La plus importante, c'est cet appel à la mobilisation générale pour la défense de la patrie, voulais-je dire. Le président de la République a pris la mesure de la situation et comme toutes les fois que le pays est confronté à un véritable problème, il vient vers son peuple et il a choisi le langage de la vérité. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas d'accord qui aurait été signé entre ces pays qui nous agressent, comme le soutiennent nos détracteurs, et la République démocratique du Congo. Donc, dans cette option de franchise, le président de la République a bien fait de rappeler avec précision et clarté toutes les démarches qui ont été menées depuis son avènement à la magistrature suprême pour une paix durable. Mais il est clair, il a lui-même dit, il a été abusé. Il était de bonne foi en allant vers tous ces pays voisins, alors que leur velléité expansionniste et toute l'économie des guerres qui s'est développée autour de cette situation font qu'aujourd'hui, il faut marquer un tournant. Donc c'est un tournant. Donc dès aujourd'hui, la population devrait savoir qu'on doit tous se ranger derrière le président de la République qui a encore rappelé son serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et comme vous le savez, dans une guerre, il n'y a pas une arme plus redoutable que sa population. Et aujourd'hui, cette confiance retrouvée entre le président de la République et sa population fera que cette guerre, nous allons la gagner. Donc cette mobilisation générale voudrait, comme l'a précisé le président de la République, que toutes les dissidences, toutes les discordances internes soient mises de côté, parce qu'autour de la République démocratique du Congo, dans ces 2 345 000 km² et avec ses 80 millions d'habitants, il n'y a jamais eu de majorité
et d'opposition. Nous sommes, s'il y a une chose sur laquelle tous les Congolais sont d'accord, c'est que nous avons un même pays, une même nation, dans ces 2 345 000 km², avec ses 80 millions d'habitants, qu'ils soient du Congo central, de Rutshuru, du nord et sud Kivu, ou de toutes les autres provinces. Donc, aujourd'hui, commence une véritable mobilisation générale autour du président de la République, qui est le symbole même de la nation, qui est le père de la nation, les commandants suprêmes des forces armées, et que c'est ensemble, dans cette synergie, qu'on pourrait gagner cette guerre que nous mène le Rwanda à travers le groupe terroriste M23, et qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape de chercher des preuves de connivence. C'est une agression qui est avérée et même documentée. Donc le Rwanda fait la guerre à la République démocratique du Congo. Nous devons répondre positivement à l'appel de la mobilisation lancé par le président de la République. Et c'est ensemble qu'on va gagner cette guerre. Merci Giscard Félix Kabala. Vous êtes expert en communication à la présidence de la République. Je vous ai vu suivre les discours du président de la République, du garant de la nation, de toute oreille. Quels sont les sujets qui vous a le plus pris en haleine quand vous suivez les discours du chef de l'État? Surtout qu'il a parlé de l'engagement pour défendre la partie, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Merci beaucoup de la parole, et d'une manière complémentaire. C'est d'abord de la mobilisation générale. Et cette mobilisation générale part d'un constat. Ces constats, nous l'explicitons d'une manière simple. Toute nation du monde fait face à 4 types de menaces. Alors cette observation, qui est celui du président de la République, de l'État congolais, face à ces 4 types de menaces dont fait face toute nation du monde, je cite, la subversion, le sabotage, le terrorisme, dans tout ça, lorsque vous regardez l'ensemble de toutes ces menaces et l'espionnage qui complète le tableau, ce tableau était déjà en rouge. Comme ces tableaux étaient en rouge, il a fallu analyser c'est quoi les origines de ce problème dans la partie orientale de la RDC. Ils sont à la fois exogènes et endogènes. Exogènes, pourquoi? Parce que c'est à cause de cette guerre qui a commencé au Rwanda en 1994, qui s'est importée chez nous par erreur technique des dirigeants dès l'époque, qui a rendu le problème exogène en problème endogène, avec l'intégration de toutes les autres forces qui étaient venues de l'autre côté. Mais aujourd'hui, face à cela, lorsque nous observons et nous regardons ces discours, la parole du chef coule force de loi. C'est aux personnalités publiques, sociales, politiques et juridiques de s'approprier de ce message et de le mettre en pratique au-delà de toute forme de clivage. Je ne reviendrai pas sur ce que mes frères viennent de dire, juste d'une manière complémentaire. Ce qui retient mon attention, c'est d'abord le fait que le président de la République, cet appel est adressé d'abord à nos vaillants forces armées de la République, les FARDC, les services de la police et tous les services qui vont avec, parce que l'appel ici demande à ce que ces personnes, ces hommes et femmes engagés au sein de l'armée puissent exercer, mettre en pratique les prérogatives constitutionnelles. Le président ne parle pas de la guerre, il n'appelle pas à la guerre, il parle de mettre en pratique les prérogatives constitutionnelles, parce que cela pourrait amener à faire suppiter certaines personnes, dire que le président vient de déclarer ouvertement la guerre au Rwanda. Or, ce n'est pas cela. Donc, nous devons regarder cela, et le président de la République met en avant les options qui ont été décidées et choisies par la République, qui était celui de la diplomatie, qui, si les résultats ne sont pas escomptés, nous pouvons aller à l'option qui est légitime, qui est celle de la guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas un aveu de faiblesse lorsque nous décidons de dialoguer, de trouver la paix. Parce que nous sommes des Africains. Si les Africains, les deux options, les deux options sont valables. L'option militaire aussi. Parce que le président de la République avait fait un diagnostic au début de son mandat. Il avait posé 3 solutions pour sortir de cette crise de l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. 1. Renforcement de nos capacités sécuritaires. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a l'état de siège et les FARDC sont en œuvre, et ainsi que les services de la police et ceux qui vont avec. 2.
le dialogue communautaire, il s'est rendu dans la partie orientale au début de son quinquennat, une année après, voire même 3 ans après, pour mobiliser les communautés à cause du problème qui a été exporté, importé sur nos territoires. 3, la diplomatie régionale. Il est allé voir tous les 9 voisins qui nous entourent, un à un, tout en proposant les solutions d'une coopération bilatérale afin d'avoir des échanges assez rationnels pour les intérêts communs de toutes les nations. Car nous sommes l'unique nation du monde qui est entourée par 9 voisins. D'ailleurs, moi j'en ajoute un 10e, l'océan Atlantique, parce que si on ne se sécurise pas là-dessus, je pense qu'on a un problème sérieux. Donc, je suis très content de ces discours et je me dis très satisfait, et l'appel à la vigilance auprès de la population qui est l'arme redoutable que le président de la République possède entre ses mains. Edith Chala. Ma première question, je vais la poser à Giscard Koussema. Giscard, vous avez suivi pendant un temps long les échanges depuis Nairobi, groupes armés de la République démocratique du Congo qui y allaient. Est-ce que vous avez, vous, entendu une revendication du M23, une revendication politique concernant la République démocratique du Congo, par hasard? Parce qu'on n'entend rien depuis que la guerre a commencé. Le M23 est là. On n'entend rien en termes de revendication. Vous avez eu vent d'une quelconque revendication? Merci. Nous n'allons pas ici faire l'apologie du terrorisme avec ces groupes. Il est vrai que, de par sa capacité de nuisance, ces groupes s'est mis en exergue par rapport à d'autres, mais aussi par rapport à la connivence avec deux pays aux velléités expansionnistes. Nous citons ici les Rwandais. Écoutez, le président de la République, comme il a dit dans cette allocution, s'est engagé sur le front diplomatique parce qu'il fallait vider, par des discussions avec tous les voisins, cet argument qui consistait à croire qu'il y avait de forces négatives qui étaient au Congo et qui attaquaient. Et jusqu'aujourd'hui, dans aucun forum, dans aucun conclave, dans aucune réunion au niveau de la sous-région, qu'il a été démontré qu'il y aurait des forces négatives d'un quelconque pays qui a attaqué le Rwanda ou l'Ouganda. Jamais. Vous n'avez jamais entendu ici qu'un village rwandais a été attaqué ou envahi par un quelconque groupe. Donc, il fallait de bonne foi, comme il l'a dit, aller vers tous ses voisins, parler avec eux et vider justement cet argumentaire. C'est la diplomatie. C'est le volet diplomatique. Et que le président de la République a souscrit à toutes les propositions qui ont été faites, tant au niveau des Nations Unies, au niveau continental, au niveau de l'Union africaine, ou au niveau sous-régional avec la CIRGL, l'EAC ou la SADC. Et dans tout ça, il a été clairement démontré, et d'ailleurs il y a un rapport des Nations Unies qui le soutient, que c'est clairement le Rwanda qui fournit les hommes, l'arsenal militaire et même son territoire sur ces populations qui étaient, sur ces groupes qui étaient défaits. Ces groupes étaient défaits, on le sait, c'était en 2013. Ils se sont repliés où? C'est connu, c'est au Rwanda. Et c'est du Rwanda qu'ils retournent avec armes. Je ne voudrais pas ici reprendre l'expression utilisée par les Nations Unies pour décrire l'arsenal militaire utilisé par ces hommes. Vous allez nous dire qu'il y a un aéroport à Bunagana où on peut recevoir un arsenal militaire comme celui-là. Il n'est pas celui de la MONUSCO. Il est clair que ces groupes armés vivent du Rwanda, vivent au Rwanda et travaillent pour le compte du Rwanda. Donc, le président de la République, de bonne foi, devrait vider cet argument. Et il a bien dit, ce n'était pas une faiblesse comme d'aucuns pourraient le croire. Non, aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, il fallait vider ces contenus. Et cette diplomatie du président de la République a permis à faire comprendre à tout le monde finalement qui était le véritable problème dans ce qui arrive à la République démocratique du Congo. La réponse est unanime, c'est le Rwanda pour des besoins de survie, pour des besoins d'économie, pour des raisons même d'espace. Mais ils oublient qu'ils se heurtent. Ils pensaient utiliser des Congolais, certains Congolais contre d'autres, mais là, ils se heurtent
à un mouvement de solidarité générale. Aujourd'hui, il se heurte à cet esprit commun de vivre ensemble, à un pays-nation, à une population, d'où qu'elle soit, malgré la centaine de groupements ethniques, de groupes ethniques, malgré toutes nos diversités culturelles, mais nous avons cet amour-là de vivre ensemble. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, Bunagana reste sous invasion étrangère, donc Bunagana restera bel et bien une localité congolaise qui sera reconquise. Alors, pour revenir à votre question principale, pour dire quelles ont été leurs revendications, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leurs revendications. Alors, ceux qui disent, oui, nous voulons le dialogue, le président de la République a été un peu plus clair pour dire qu'il est révolu ces temps où les galons des officiers de l'armée devraient être octroyés sur base du degré de cruauté. Donc, vous allez prendre une localité congolaise, vous tuez vos frères, vous les laissez errer dans la brousse, et puis vous venez à Kinshasa pour qu'on vous donne des galons. C'est fini. Si aujourd'hui, on a quelques difficultés de dysfonctionnement par rapport à nos services, c'est à cause justement de ces brassages, mixages et tout ce que vous pouvez appeler. Et ça, la population dit niet. Ceux qui veulent intégrer nos forces armées n'ont qu'à s'inscrire dans les processus des DRCS, et c'est ce que les Nations Unies ont soutenu, c'est ce que l'Union européenne soutient, c'est ce que les chefs d'État au niveau sous-régional ont soutenu. Donc, leurs réclamations claires ne sont pas clairement connues, et qu'ils pensent plutôt continuer à tuer des Congolais, à monter les uns envers les autres pour se faire une place sous le soleil. Mais je crois que tout cela aujourd'hui est démasqué. Donc, il est clair, le pays qui combat la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda, mais ils doivent savoir que c'est une autre étape maintenant, avec cette mobilisation générale, parce que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas une armée plus redoutable que sa population. Donc, il y a 80 millions de Congolais, et ils doivent penser que pour gagner la République démocratique du Congo, donc, ils devraient gagner les 80 millions de Congolais. Voilà, bien dit Giscard Koussema, on comprend très bien, comme il n'y a pas de revendication, c'est donc, comme le président de la République l'a dit, le Rwanda, pour des besoins de survie, vient chez nous. Directeur, doit-on comprendre que si la guerre n'est pas déclarée contre le Rwanda, mais en tout cas pour ceux qui occupent les territoires congolais, ils devront être mis dehors même par la force. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est déjà en place, puisque nos vaillants soldats des FARDC sont en train de combattre sur place. Ils sont en train de combattre sur le terrain. Donc, en fait, les deux options ont toujours été sur la table. Vous connaissez l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il y a une loi de programmation militaire. On est en train de réarmer, de renforcer pour que nos forces armées montent en puissance. Et quand le chef d'État parle là, et il dit « mobilisons-nous, créons des groupes de vigilance, que les jeunes qui en ont la vocation aillent s'enrôler dans l'armée, on va ouvrir des centres de recrutement dans toutes les 26 provinces de notre pays ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare à défendre notre patrie, parce que c'est notre droit, c'est le droit. Et d'ailleurs, dans toutes les chartes, les conventions internationales qui ont été signées, chaque peuple a le droit de défendre sa terre. Ce n'est que ce que fait le Congo. Le Congo n'agresse personne, le Congo se défend. Et c'est notre droit le plus profond. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, et le chef l'a très bien dit, il l'a dit, le chef de l'État, il l'a dit, on a utilisé l'option on a choisi l'option de la diplomatie. L'option de la guerre n'est pas éliminée, elle est toujours là. Une guerre, ça se prépare. On ne va pas le crier sur tous les toits en disant non, on est en train de s'armer, on fait ceci, on fait cela. On se prépare. Et sachez qu'on sera prêt. Et que les ennemis, ceux qui ont pris certaines localités de notre territoire, n'y resteront pas 100 ans. Ils partiront. C'est un engagement que le chef de l'État avait pris. Et il l'a rappelé dans son discours. C'est ça qui est très important. Il l'a dit, dès sa prise de fonction, il a dit que la paix à l'est du Congo, c'est un engagement profond qu'il a pris lui-même. Il l'avait même dit, il l'a répété aujourd'hui, jusqu'au sacrifice suprême. Donc il le fera. Et cet appel d'aujourd'hui, ce discours d'aujourd'hui, c'est un réarmement moral, c'est aussi une mise en garde.
une mise en garde bien sûr contre ceux qui nous agressent, contre le Rwanda, contre les terroristes, leurs supplétifs terroristes du M23, mais une mise en garde aussi contre la communauté internationale, pour dire, regardez ce qui se passe ici. Je vous donne tous les arguments, je veux dire, l'historique de ce qui s'est passé. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le Congo est victime, mais le Congo ne se laissera pas faire. Le Congo réagira. Et on veut le faire dans le cadre d'une architecture régionale de la paix, d'où les deux processus diplomatiques qui sont en cours. Celui de Nairobi, comme Giscard vient de le rappeler, avec des étapes bien précises, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et puis réinsertion des groupes armés. Le M23 des terroristes n'ont pas voulu participer à ce processus. Au contraire, ils ont attaqué nos forces armées. Donc, ils se sont auto-exclus. Et il faut savoir, et ça c'est important pour que notre population et notre opinion publique le sachent, il n'y aura pas de négociation. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé avant, Addis Abeba, Kampala, Nairobi, avant, je veux dire, c'est fini. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas, on ne va pas parler avec des terroristes. On va défendre notre terre. Et si jamais ils veulent baisser les armes et rentrer dans un processus de réinsertion, on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ceux qui ont tué notre peuple, ceux qui ont envoyé des milliers de personnes dans la rue, devront rendre des comptes. Et ça, c'est évident. Donc, il y a aussi une mise en garde, un avertissement envers la communauté internationale. Prenez en compte, regardez ce qui se passe au Congo. Il y a clairement un pays agressé et un pays agresseur. Il faut regarder ça, parce que ce n'est pas après quand il y aura une crise humanitaire qui a déjà commencé qu'on va commencer à voir les ONG venir, qu'on va avoir les envoyés spéciaux venir, commencer à nous dire « Oh oui, mais au Congo, c'est la crise ». Non, il faut éteindre le feu tant qu'il est là. Et c'est pour ça que le Congo l'a dit. On le dira encore, mais on se prépare. Donc il ne faut pas croire que l'option de la guerre est écartée. Simplement, l'option de la guerre, c'est l'option ultime. Quand la diplomatie aura totalement échoué. Mais sachez-le que les choses sont en train de se mettre en place. Frédéric Kabala, quand nous suivons les discours du président de la République, cet engagement, il faut mettre l'ennemi dehors. Démobilisation par-ci, on en parle aussi. Je crois que pour le M23, ce n'est pas envisageable parce que le gros des troupes du M23, ce sont les militaires rwandais. Ils devront soit rentrer chez eux, ou je ne vois pas comment on va les démobiliser chez nous. Ils devront rentrer chez eux. Je crois que c'est un point de vue que la population partage. Mais la question que je veux vous poser, c'est celle de savoir comment les politiques vont réagir à ce discours du président de la République. Parce que cet appel, l'appel du président de la République à toute la classe politique, je crois que les politiciens doivent se surpasser pour se rallier derrière le président et bouter d'abord l'ennemi dehors. Avant de laisser mon frère répondre, je voulais dire, ce n'est pas simplement aux politiciens, c'est à toutes les forces vives congolaises. Les politiciens, les églises, les associations, tout le monde. Il appelle toute la nation congolaise à se mobiliser parce que notre mère patrie est en danger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire où on peut dire l'heure est grave. On doit tous se lever, mettre nos querelles de côté. On a des différences, tous ici. On n'est pas de la même tribu. On a peut-être des idéologies différentes ou des convictions différentes. Mais là, il y a un ennemi qui s'attaque à notre pays, qui s'attaque à la terre de nos aïeux. Et on doit tous se lever pour le défendre. C'est ce à quoi le président nous a tous appelés. Donc, il faut que les politiciens se mobilisent. On attend que ce soir, demain, tous se lèvent et disent « on a entendu l'appel du président ». On peut ne pas être... on peut ne pas avoir voté pour le président en 2018. Mais aujourd'hui, face à la menace la menace qui pèse sur notre patrie, il faut se mobiliser. On peut ne pas aimer le président, mais aujourd'hui, il faut défendre le pays. Vous comprenez? C'est un appel général. Il ne faut pas en faire un problème simplement politique. C'est un appel général qui appelle le sentiment patriotique de tous les Congolais. C'est ça justement, les politiciens qui sont généralement très, très mal intentionnés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait ériger même un discours qui va à l'encontre de l'appel du président à la mobilisation générale pour défendre le pays en une infraction ou une violation? Je ne sais pas comment faire parce que en temps de guerre, quand la République est agressée, on ne devrait pas quand même tolérer certains égarements, surtout contre les forces armées de la République démocratique du Congo ou un appel à la démobilisation. Vous ne pensez pas, vous, que c'est... On devrait un peu voir comment corser pour contraindre ceux qui iraient dans le sens d'une démobilisation
à revenir à la raison? Tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Vous savez, ce qui nous unit doit être beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Je vais illustrer cela avec un exemple simple. On peut être contre le président Tshisekedi, ne pas être d'accord avec lui des fonds en comble. Mais je prends un exemple simple. Lorsque vous allez dans un stade de football, l'équipe nationale est en train de jouer et que cette équipe nationale gagne, nous voyons les tweets, même des opposants. Ils félicitent l'équipe nationale. On est tous d'accord. Bravo, nos vaillants léopards. Le président également. Donc cela voudrait dire, par rapport à cet exemple, l'appel que lance le président de la République, il se fond lui-même au fond du problème, au sein du problème, pour présenter la situation devant tout le monde, en commençant d'abord par le peuple congolais, parce que ce sont eux qui détiennent la souveraineté de ce pouvoir. L'article 5 de notre Constitution le dit clairement. Alors, pour compléter les directeurs Éric Nindou, vous savez, il faut d'abord commencer à comprendre d'une manière chronologique les revendications des M23 qui n'existent pas. Pour dire simplement ce que Giscard Koussema dit, n'est pas faire l'apologie du terrorisme. Les M23 n'existent pas. C'est un sous-traitant de l'État rwandais. Et en matière de sous-traitance, nous savons tous que celui qui vous engage vous impose de loi à obéir. Alors, regardez lorsque nous observons le tableau de la colonne d'une de menaces que connaît la République, l'espionnage qui a commencé il y a 20 ans, à travers le mixage, brassage et tout ce qui va avec, lorsque nous regardons et observons la situation, aujourd'hui, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Et le Rwanda est conscient, on doit parler avec des termes nets, le Rwanda est conscient de cela. Alors, pour que le Rwanda continue son travail de désintégrer le système sécuritaire, politique, social de la République, il peut se tourner également vers des politiques chez nous pour atterrir là où le directeur Nindou était en train de donner des explications beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, vous êtes opposant, que vous vous appelez Martin Fayulu, Moïse ou Moïse Katumbi ou qui d'autre, je parle de tout le monde, sans exception. Appropriez-vous du discours du chef de l'État, parce que demain, la victoire ne sera seulement pas du chef de l'État, le président de la République, elle sera la victoire de Congolais, Martin Fayulu y compris, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Je peux juste faire une petite projection. Si je suis Martin Fayulu, je fais quoi? Je dis, ok, je suivis le discours, ok, nous allons dire oui à l'appel. Nous irons vers le président de la République. Nous lui donnerons nos propositions et il est souverain, il va appliquer la sagesse qu'il a avec lui en sa possession et nous trouverons des solutions adéquates face à cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Merci Félix Kabala. Je reviens à Giscard Koussema, justement parce que le chef de l'État a insisté sur l'appel à la mobilisation générale. Il aime appeler les jeunes, la population congolaise à la vigilance, n'est-ce pas? Moi, je voudrais qu'on donne vraiment du contenu à cet appel à la mobilisation. Quelqu'un qui est par exemple à Kasumba Lessa, qui est par exemple à Ngandanjika, qui est je ne sais où, dans n'importe quel coin du pays, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour être plus pratique dans cet appel à la mobilisation? Qu'est-ce que le chef attend de sa population? D'abord, une vigilance tous azimuts. Le président de la République a interpellé particulièrement les jeunes qui constituent la majorité de notre population. Donc, aux jeunes, c'est cette vigilance tous azimuts parce que l'ennemi est partout. L'ennemi utilise même certains fils du pays. Le président de la République a parlé de traîtres qui sont partout. Ils sont même dans le média. Ils sont partout. Ils collaborent avec l'ennemi. Et que le président de la République a bien dit ici qu'il y aura le traitement, que tous les traîtres subiront les sorts qui leur qui est réservé. Voilà. Des sanctions exemplaires. Des sanctions exemplaires. Donc, ça c'est le premier message. Mais il appelle aussi à l'enrôlement massif. Nous avons de vaillants, de jeunes gens très courageux. Ça, on le voit un peu partout. Justement. Voilà, qui ont besoin de servir la nation sous le drapeau. Voilà l'occasion qui leur est donnée. Les moyens ont été mis
à la disposition de nos forces armées qui sont en pleine restructuration. Le président de la République, je crois que tout le monde a suivi toute la restructuration au niveau de l'armée. Ce sont des jeunes qui ont les commandements maintenant, des vaillants soldats, mais aussi des patriotes. Et que avec la loi de programmation militaire qui donne un peu plus de moyens et de pouvoir d'autonomie au niveau de nos forces armées, donc les choses vont s'améliorant. Et que la sécurité aujourd'hui fait partie des priorités du président de la République. Il faut saisir la balle au bon, comme on dit, et profiter de cette main tendue, de cet appel du président de la République pour servir le pays sous les drapeaux. Donc, le président de la République, en évoquant les jeunes, veut leur passer un message qu'il compte sur eux, il compte sur leur vigilance et il compte également sur leur bravoure pour défendre, voilà, pour s'enrôler au niveau de l'armée qui est en train de monter en puissance et que chaque jour qui passe, il y a de moyens qui sont mis à leur disposition et surtout une volonté de pouvoir défendre. Le président de la République lui-même se donne un exemple. Il a rappelé son serment constitutionnel, celui de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et je crois que nous devons prendre exemple sur lui et pour qu'ensemble, nous puissions gagner cette guerre. Parce que, comme on l'a dit ici, même si nous déposons les armes, nous y allons à main nue. Je crois que 80 millions d'habitants, je crois que nous pouvons faire face à n'importe quelle armée. Je comprends, Giscard Koussema, en termes seulement de démographie. Je voudrais rebondir, excusez-moi, sur ce que Giscard vient de dire. C'est important. Et si on comprend bien le message du chef, hein, il faut réécouter, méditer ce que vient de dire le chef, parce que c'est un message très profond, comme j'ai dit, de réarmement moral, c'est-à-dire de la nation congolaise, et puis aussi de mobilisation. La mobilisation peut se comprendre sur 4 volets. Mobilisation d'abord humanitaire, c'est-à-dire, il a dit, soyons solidaires avec nos frères de l'Est qui souffrent depuis des décennies, mais qui souffrent en ce moment précis à cause de l'agression du M23/Rwanda. Donc, voilà, mobilisation humanitaire. Mobilisation aussi au niveau militaire, des centres de recrutement. Ceux qui ont le courage, qui sont jeunes, qui ont la vocation de servir sur les armes, doivent aller s'enrôler. Ça, c'est la deuxième mobilisation. Mobilisation aussi au niveau de la vigilance citoyenne, si je peux dire, avec 2 volets. Le volet d'abord, vigilance, c'est-à-dire, soyez là, soyez vigilants, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, regardez qu'il n'y ait pas d'infiltration, que la 5e colonne, comme je dis, ceux qui peuvent nous attaquer de l'intérieur, ne prennent pas des positions chez nous. Et dernière mobilisation, qui est aussi citoyenne, mais le second volet, c'est-à-dire, tous unis, on fait taire nos différences, tous unis pour défendre la nation. Pour appliquer ces 4 types de mobilisation, il y a 2 manières de le faire. Il y a d'abord ce que va faire le gouvernement. Le président donne le cap, il donne la vision au gouvernement de l'appliquer. D'un point de vue humanitaire, il y a une mission qui va être envoyée. Le gouvernement l'a déjà dit. Il y avait la réunion du Conseil supérieur de défense. Ils vont envoyer une mission pour organiser... La mission est arrivée d'ailleurs aujourd'hui à voilà, Goma, conduite par le ministre de la Défense nationale. Que nous avons vu dans la suite, le ministre des Affaires humanitaires. Voilà. Donc le gouvernement va faire son travail de ce point de vue humanitaire. Du point de vue aussi militaire, ils doivent mettre en œuvre, le président l'a dit, je réitère les instructions données au chef d'état-major pour créer ces centres de recrutement dans les 26 provinces. Donc l'armée, qui est une institution, va le faire. Pour ce qui est de la mobilisation au niveau citoyen, de la vigilance, c'est-à-dire c'est aux gouverneurs, peut-être, aux forces de sécurité localement, d'organiser les gens pour que cette vigilance s'exerce dans le respect de la loi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Pour répondre aussi à votre question, moi je ne pense pas qu'il faut de lois exceptionnelles. Au contraire, il faut que nos lois soient appliquées et notre constitution, nos lois sont là et elles sont là pour être appliquées. Il faut qu'on les applique tout simplement. Et dernière vigilance, la vigilance citoyenne, eh bien là, je veux dire, c'est à la population civile, aux forces civiles, de s'organiser. Demain dans une église, après-demain dans une association, c'est aux gens à faire prendre conscience à leur population, à leurs ouailles, à leurs adhérents en disant « Vous avez entendu le message du chef, soyons tous unis ». Pour l'instant, on ne va pas se disputer, je ne sais pas, supporters de Vita, supporters de Imana, non. On est tous unis.
on défend la nation. Donc il y a deux aspects. Ce que va faire le gouvernement et ce que, en tant que citoyen, chacun de nous qui sommes là, chacun de nous qui regarde cette émission et surtout chacun de nous qui ont écouté et suivi le discours du président et qui vont le réécouter, le suivre, parce que j'espère que les médias ont aussi un rôle à jouer dans la mobilisation citoyenne. C'est aussi un appel aux médias pour faire justement diffuser ce message, que les gens l'écoutent, l'analysent et ils en tirent les conséquences dans leur vie propre. Ça peut être par exemple une simple cotisation pour nos frères de l'Est. Demain on peut donner chacun selon ses moyens. Des sardines, des conserves, la population Absolument. s'organisait à sa On manière connaît les Congolais, pour on est un appuyer, peuple solidaire. Quand on se mobilise, on est solidaire, on aide nos frères et sœurs qui souffrent. Et c'est ce qu'on doit faire. Merci Eric. Peut-être avant de nous séparer, quelques heures avant l'adresse à la nation du président de la République, la rédaction du journal télévisé en français a promené sa caméra et a recueilli quelques attentes par rapport au discours du président de la République. Si Patrick Kachala est prêt, il peut nous balancer ces images et puis nous allons terminer cette émission. Donc aujourd'hui, le chef de l'État va donner un discours de réconfort. Non seulement au réconfort par rapport au FARDC, mais même à la population congolaise pour que celle-ci puisse s'approprier effectivement de la situation de l'Est. Nous devons avoir l'attitude d'être dans un état de guerre. Parce qu'à mon sens, la déclaration de guerre qui est